On l'appelait Dylan. La trentaine, fraîchement sorti de la NBA, les cheveux coiffés au gel. Et un titre LinkedIn qui criait au changement. Le genre de type qui citait Steve Jobs et pensait que la disruption se résumait à remplacer la machine à café par du lait d'avoine. Je l'ai rencontré un mercredi. J'étais en train de finaliser un rapport de conformité fédérale. Le genre de paperasse qu'on ne touche pas sans gants et permis. Quand Dylan est entré dans l'enclos des releveurs avec l'assurance d'un homme qui avait lu la Harvard Business Review en avion. « Salut l'équipe », a-t-il rayonné, affichant un sourire qui a probablement coûté $3000 en Invisalign. « Je suis là pour bousculer les choses, rationaliser les opérations et réduire les inefficacités. » Je n'ai même pas levé les yeux, mais j'ai senti son regard planer au-dessus de moi comme un drone sur une ligne électrique. Le directeur financier le suivait, un faux sourire aux lèvres, murmurant quelque chose à propos de responsabilisation du leadership corporate, car on laisse le nouveau prendre ses fonctions avant que le vrai patron ne revienne de son voyage de 3 semaines en yacht. À l'heure du déjeuner, Dylan avait déjà renommé la moitié des canaux Slack, publié un défi d'efficacité sur le tableau d'affichage de l'entreprise et m'avait convoqué dans son bureau vitré pour une brève discussion. « Salut, Tessa. » Exact. Il n'a pas attendu ma réponse. J'ai parcouru l'organigramme et, eh bien, j'ai remarqué que tu étais un peu partout. Il a souri comme s'il m'avait surpris en train de voler des stylos de bureau. Les rouleaux de papier peuvent parfois encombrer le système. Tu es là depuis combien de temps ? 8 ans, ai-je dit pile. Waouh, ça fait beaucoup, a-t-il répondu. Comme quelqu'un qui parle d'un magnétoscope trouvé dans le grenier de sa grand-mère. Écoute, j'accorde beaucoup d'importance aux connaissances institutionnelles, mais à l'avenir, je vais rationaliser la surveillance de la conformité. Réaffecter les responsabilités. Réaffecter. Traduction, tu es viré. Je n'ai pas cligné des yeux, je me suis juste légèrement penché en avant. Tu es la responsable par intérim maintenant. Il a hoché la tête, le torse bombé. Ouais. Et je veux favoriser une culture agile et allégée. Tu comprends ? Oh, j'ai compris. J'ai souri. Le genre de sourire qu'on affiche juste avant de descendre d'une mine après s'être assuré que tout le monde était encore debout. Bien sûr, j'ai dit que si vous aviez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Il a fait un signe de la main. Je préviens les RH. Ils s'occuperont des formalités. À 16 heures, j'avais une demande de réunion dans ma boîte mail. Un classique de la conversation sur les transitions d'objets. Je me suis présenté au bureau des RH, j'ai hoché la tête malgré les platitudes vides sur la direction de l'entreprise et rien de personnel, et j'ai signé les papiers de licenciement sans un mot. Ils m'ont glissé un dossier de départ brillant, sans indemnité, sans explication, juste un stylo et un formulaire préimprimé. J'ai signé d'un trait et je suis parti sans un regard en arrière. Je ne pense pas que Dylan se soit rendu compte de mon absence avant 2 jours plus tard, lorsque le service des achats a signalé le blocage de 3 expéditions critiques, faute d'approbation du responsable de la conformité autorisée. Lorsque le service financier a envoyé un courriel d'alerte interne, les licences étaient en attente d'invalidation conformément à l'article 9b. Et lorsque la licence d'exploitation principale de l'entreprise, celle exclusivement liée à mes certifications, a été officiellement révoquée en attente de renouvellement. Conformément à mon accord signé, toutes les certifications payées par l'entreprise étaient nulles à la résiliation. Et Dylan, lui, n'avait pas lu le contrat. Le lundi matin est arrivé avec la grâce d'une crise cardiaque dans une salle de réunion. J'étais assis chez moi en jogging, sirotant un café, parcourant LinkedIn, regardant le post de Dylan, soigneusement sélectionné, sur son parcours de leadership, expliquant comment accepter les décisions difficiles, récolter exactement 3 mentions, j'aime. 2 de stagiaires, 1 de sa mère. Et là, les choses sérieuses ont commencé. Un email du service juridique adressé à tout le personnel. Objet, examen de conformité urgent, présence obligatoire. Envoyé à 7h12. J'entendais presque les sirènes hurler depuis mon appartement. Car lorsque le PDG est entré plus tard ce matin-là, tout juste de retour de son yacht à Monaco, bronzé, un expresso à la main, et m'a demandé, pourquoi diable avez-vous viré Tessa ? Le silence qui a suivi a été plus fort que n'importe quelle sirène. Lorsque la voix du PDG résonna dans l'atrium vitré, tout le service des opérations se figea comme un cerf pris dans les néons. Gregory Winslow, 56 ans, peau bronzée, dont on disait qu'il jouait au golf avec des sénateurs, n'était pas du genre à élever souvent la voix. Quand il le faisait,
Les carrières s'éteignaient en silence. Dylan balbutia quelque chose à propos de la rationalisation et de la modernisation des structures de conformité. Grégory le coupa d'un regard. Vous avez licencié la personne seule habilitée à assurer la conformité fédérale. Dylan ouvrit la bouche, la referma. Autour d'eux, la pièce changea. Les managers firent semblant de consulter leur téléphone. Les assistants triaient des papiers inutiles. Grégory se tourna vers le service juridique. Est-ce vrai? Le directeur juridique, Marc, le genre d'homme à porter des pochettes comme une armure, s'éclaircit la gorge. On nous avait dit que cela faisait partie d'une initiative d'efficacité. Grégory eut un rire sec. Efficacité. Il fixa Dylan droit dans les yeux. Avez-vous seulement lu son contrat? Dylan se redressa comme un élève qui tente d'impressionner un professeur qui l'a surpris en train de tricher. C'était un licenciement standard. Section 9b. Grégory craqua. Les certifications payées par l'entreprise étaient nulles dès le licenciement. La licence de conformité réglementaire était immédiatement invalidée, ce qui signifiait que Marc avait terminé pour lui. Nous ne sommes pas conformes. À compter de la signature des papiers de sortie. Silence. On aurait pu entendre un trombone tomber par terre. L'analyste junior de la conformité, je crois qu'elle s'appelait René, marmonna presque trop bas. La licence ne peut pas être rétablie sans ces qualifications. Grégory cligna des yeux. Combien de temps cela prendrait-il? René hésita. 4, peut-être 6 semaines, en supposant qu'elle accepte de revenir et de présenter une nouvelle demande, en supposant que le Conseil fédéral l'accepte. Grégory expira lentement. Quelqu'un a appelé Tessa? Les RH intervinrent, la voix tremblante. Nous avons envoyé un rappel. Elle n'a pas répondu. Grégory tourna les talons et pointa Dylan droit dans les yeux. Vous avez 12 heures. Pour régler ça. Dylan hocha la tête avec un hochement de tête sec. Le genre de hochement de tête qu'on fait quand on réalise que son parachute n'est qu'un sac à dos. Je n'étais même pas chez moi quand j'ai reçu l'email de Dylan. Objet, discutons d'une voie à suivre. J'étais à un brunch. Bénédicte, mimosa à volonté et vue sur la ville. J'ai ouvert l'email sur mon téléphone entre 2 gorgées de champagne. Il était bourré d'absurdités d'entreprise. Conscience de ta valeur. Vouloir harmoniser nos visions. Opportunité d'évolution. J'ai fait défiler l'email jusqu'en bas. Offre de retour en tant que consultant. 6 mois de salaire réduit, mais avec des primes de performance et un accord de confidentialité mutuelle. Bien sûr. J'ai souri, signalé l'incident, mais je n'ai pas répondu. À 15 heures, mon téléphone a de nouveau vibré, cette fois d'un numéro inconnu. J'ai répondu à la 3e sonnerie. Tessa. Salut, c'est Dylan. Sa voix était pleine d'une joie forcée, le son d'un homme qui danse des claquettes sur du verre brisé. Salut, Dylan, ai-je dit en coupant une fraise dans mon assiette à dessert. Écoute, pour la transition, je crois qu'on a mal commencé. C'est entièrement ma faute. Je me disais qu'on pourrait peut-être, Dylan. J'intervins gentiment. Je ne reviens pas sur des choses que je n'ai pas allumées. Silence. Je laissais traîner. Bien sûr. Oui, je comprends. C'est juste que Greg veut vraiment régler ça, et tu sais que tu es essentiel aux opérations. J'ai pris une bouchée de mon dessert. Ah bon? Nouveau silence. Tessa, je te le demande en tant que collègue, s'il te plaît. J'en ai besoin. J'ai ri. Logiciel poli. Bonne chance, Dylan, ai-je dit avant de raccrocher. Le lendemain matin, la fuite de l'email a atteint LinkedIn. Un message anonyme provenant de sources internes. Des entreprises se démenaient pour récupérer des licences critiques après le licenciement d'un responsable clé de la conformité. En quelques heures, les fournisseurs ont commencé à lancer des enquêtes. À midi, un associé du Fortune 500 a suspendu son contrat. L'assistant de Grégory m'a envoyé une demande de connexion LinkedIn. J'ai refusé. Mercredi, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Grégory lui-même envisageait une déclaration publique. Une équipe juridique de crise avait été dépêchée sur place. Les opérations étaient officiellement suspendues. Et Dylan, lui, avait été discrètement rétrogradé au poste de responsable de la coordination de projet. Pas d'équipe, pas de bureau, juste un box partagé près de la photocopieuse.
J'ai assisté à la scène depuis le toit d'un bar d'hôtel, en sirotant un cocktail. Non pas par vengeance, mais parce que certaines leçons doivent être apprises à la dure. Jeudi matin, je suis arrivé en costume 3 pièces et sous un ciel orageux. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence, pas par email, pas sur Zoom, en personne au siège. Le genre de réunion où les carrières ne sont pas abordées, mais décortiquées. Grégory a ouvert la séance avec son charme habituel, ce qui a donné lieu à exactement 3 minutes de politesse avant de baisser les bras. Messieurs, mesdames, nous avons un problème. Il a fait un geste vers le tableau de bord projeté au mur. Ce n'était plus un tableau de bord. C'était une scène de crime. Drapeau rouge, manquement à la conformité, alerte fournisseurs clignotant comme des moniteurs cardiaques en panne. Le responsable de la gestion des risques s'est éclairci la gorge. Ce n'est pas seulement un contretemps opérationnel. Nous sommes en rupture de contrat sur 8 contrats fournisseurs et 3 chaînes d'approvisionnement fédérales. Grégory hocha la tête. Et l'autorité de délivrance des licences. Le service juridique déposa un dossier sur la table polie, toujours révoqué, lié à Tessa. Toutes les certifications actives à son nom restaient invalidées. La directrice financière, Mara Jennings, connue pour transformer le sang en tableur, se pencha en avant. Comment diable avons-nous pu laisser cela arriver? Tous les regards se tournèrent vers Dylan. Il se recroquevilla sur sa chaise, soudain fasciné par son bracelet de montre. J'avais l'impression que la licence était transférable. Nos documents internes disaient que Grégory avait frappé la table d'une main. Les documents, vous aviez licencié la seule personne qui était le document. Le silence s'épaissit. Le genre qui s'accroche au mur comme aux carrières. Le président, Monsieur Hargrove, cheveux blancs, regard plus froid, et les doigts joints. N'y avait-il eu aucune surveillance lors de ce licenciement? Les RH intervinrent, la voix cassante. Nous avons traité la demande conformément aux directives de Dylan. Nous avons présumé que nous avions fait preuve de diligence raisonnable. Hargrove la coupa. Vous l'aviez supposé? Sa voix était plus tranchante que n'importe quelle lame. Grégory expira brusquement en secouant la tête. Je ne suis pas là pour remettre de l'ordre dans les présomptions. Je suis là pour réparer ce bazar avant que chacun de nos clients ne quitte le bureau. Il se tourna vers Dylan. Tu es en congé. Avec effet immédiat. Dylan avait l'air d'avoir avalé une agrafeuse. Mais je peux m'en sortir. Un mot. Il n'en fallut pas plus. Dylan se leva, cognant sa chaise contre le sol en marbre. Il partit sans prendre son ordinateur portable. 1 heure plus tard, l'accès de Dylan était révoqué. Sa carte magnétique ne fonctionnait pas. Son email était renvoyé. Le conseil d'administration n'a pas perdu de temps. Grégory m'a envoyé une demande officielle directement depuis son bureau. Objet, proposition de retour immédiat, consultant exécutif en conformité. 6 juin une offre, un contrat de 6 mois, les pleins pouvoirs exécutifs sur les opérations de conformité, le salaire, le double bonus, la garantie et, bien sûr, un accord de confidentialité à toute épreuve. Je l'ai lu 1 fois, 2 fois, puis je l'ai laissé traîner dans ma boîte mail toute la journée. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, des fournisseurs ont commencé à m'appeler. Certains directement, d'autres via LinkedIn, d'autres encore par l'intermédiaire de contacts communs dans le secteur. L'un d'eux m'a même envoyé un panier cadeau. Apparemment, la rumeur disait que j'envisageais de rejoindre un concurrent. Ce n'était pas encore le cas, mais c'est incroyable à quelle vitesse le pouvoir d'une entreprise s'effondre quand celui qui tient les clés lâche prise. Grégory a essayé de m'appeler personnellement. 4 fois, j'ai répondu à la 5e. Tessa, a-t-il commencé d'une voix contrôlée. Je veux arranger ça. Je me suis adossé à ma chaise en faisant tourner mon café. Tu veux arranger ça? Parce que c'est juste ou parce que vos actionnaires aiguisent leur couteau. Il marqua une pause. Un homme intelligent. Il ne mentit pas, un peu des deux. Je souris, même s'il ne le voyait pas, bonne chance. Et je raccrochai. 7. Après-midi là, une information anonyme atterrit sur le bureau d'un organisme de surveillance financière. Négligence présumée en matière de conformité, annulation de licence fédérale, violation potentielle des protocoles de sécurité publique. Devinez qui n'était pas le lanceur d'alerte? Moi. Voyez-vous, lorsqu'une entreprise fonctionne sur l'arrogance et une ambition aveugle, elle a tendance à se créer ses propres ennemis.
Je n'ai pas eu besoin de lever le petit doigt. Il fallait juste que je reste hors de portée de l'explosion. Vendredi, la note interne fuyait. Objet, stratégie d'atténuation des risques critiques, restructuration immédiate. Dylan était mentionné dans la note de bas de page. Poste supprimé en raison d'une évaluation basée sur la performance. Basée sur la performance. C'est le code de l'entreprise pour dire « On vient de se rendre compte que vous avez fait exploser le bâtiment et maintenant on vous remet la facture ». Je ne célébrais pas. Pas vraiment. Mais je ne pleurais pas. Soit. Car voilà le problème avec la sous-estimation. On ne vous voit jamais venir, mais on remarque assurément votre absence. Lundi matin a sonné comme un réveil silencieux. Pas de gros titres dramatiques, pas de fuite de notes d'entreprise, juste une panique sourde palpitant sous la surface du quartier financier de la ville. Je le sentais à la façon dont ma boîte mail s'est mise à bourdonner avant le lever du soleil. Grégory a envoyé un objet de suivi, trouvons une solution. Trouvez vos conditions. Il a même inclus un mot personnel cette fois. Tessa, je respecte votre position. J'apprécie ce que vous avez construit ici. Dites-moi comment nous pouvons vous réintégrer. À votre entière discrétion. Je suis heureux de discuter de tout arrangement qui vous convient. Traduction, on se vide de son sang et vous êtes le seul garrot en ville. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai transféré le courriel vers un dossier privé que j'ai intitulé « Reçu ». À midi, Grégory a placé la barre plus haut. Une proposition juridique rédigée, signée et livrée à mon appartement. Elle offrait un statut exécutif complet, la supervision de tous les services de conformité, à l'échelle mondiale, des options de partage des bénéfices, un chèque en blanc pour les négociations salariales et une note manuscrite dans la marge. Nous avons besoin de vous, s'il vous plaît. Pour un homme comme Gregory Winslow, qui aurait un jour licencié un vice-président pour un expresso tiède, c'était l'équivalent en entreprise de ramper. J'ai pris une photo de la lettre, je l'ai jointe au reçu, et je n'ai toujours pas répondu. Cet après-midi-là, un chasseur de tête de Bior a appelé. Il n'était pas subtil. Nous avons entendu parler de la situation. Voix polie, intérêt poli, le genre de recruteur qui ne vous contacte que si votre nom a déjà été diffusé dans 10 conseils d'administration. Nous aimerions vous offrir un siège à notre conseil exécutif de conformité. Autonomie totale, rémunération. Eh bien, vous allez adorer. Je me suis adossé à mon canapé, zappant sur les chaînes. Pourquoi maintenant? Ai-je demandé, elle a ri. Disons simplement que nous aimons recruter des talents lorsque la demande est forte. Traduction, nous avons vu votre ancienne entreprise imploser, et nous voulons nous assurer de ne pas être les prochains. Je n'ai pas dit oui, mais je n'ai pas dit non. Mercredi, l'actualité financière a repris l'affaire. Les gros titres ont déferlé sur LinkedIn et les newsletters du secteur. Une grave défaillance de conformité frappe. La crise des licences de Winslow Enterprises menace. Le départ d'un dirigeant clé déclenche une enquête fédérale. Un manque de leadership a-t-il ruiné la chaîne de conformité de Winslow? Mon nom n'a pas été mentionné, mais il n'était pas nécessaire. Tout le monde dans le secteur était déjà au courant. Grégory a tenté une dernière fois de se faire pardonner. Jeudi matin, 7h43. Une voiture de ville s'est arrêtée devant mon immeuble. Un conducteur en est sorti, m'a tendu une enveloppe scellée et a hoché la tête. La demande personnelle de Monsieur Winslow, dans une lettre manuscrite. Tessa, je n'insulterai pas votre intelligence avec d'autres offres. Vous avez prouvé votre point de vue, et je respecte cela plus que vous ne le pensez. L'entreprise ne peut pas fonctionner sans vous. Si vous êtes d'accord, je veux vous rencontrer. Pas de contrat, pas de RH, juste une conversation. Dîner, vendredi, la Rive, c'est moi qui vous offre. Grégory. J'ai bien ri. La Rive. Le genre de restaurant où les amuse-gueules coûtent plus cher que mon loyer mensuel. À mes débuts, je n'ai pas été tenté, car je savais exactement de quoi il s'agissait. Pas une offre de paix, mais un jeu de pouvoir. La dernière tentative de Grégory de présenter cela comme un malentendu personnel pour sauver la face devant le conseil d'administration. J'ai plié la lettre une fois et je l'ai jetée à la poubelle. Vendredi, les fissures se sont transformées en cratères. 3 fournisseurs ont déposé des plaintes pour rupture de contrat. Les inspecteurs fédéraux ont déclaré 2 renouvellements de licences invalides. Le cours de l'action a chuté de 6% pendant la nuit. Et Grégory,
il a été photographié quittant le bâtiment par l'entrée latérale. Pas de limousine, pas d'entourage. Le roi saignait, et personne ne voulait être surpris avec l'épée à la main. Je ne jubilais pas, mais je ne m'excusais pas non plus. Car certaines leçons ne viennent pas avec des notes de service ou des séminaires de gestion. Elles viennent quand on réalise qu'on a licencié la mauvaise personne et qu'elle n'est pas partie comme ça. Elle a verrouillé la porte derrière elle. Tout a commencé par un communiqué de presse. Un langage d'entreprise habillé en tenue décontractée, juste assez vague pour paraître inoffensif, juste assez direct pour rejeter la faute sur quelqu'un. Winslow Enterprises restructure proactivement ses opérations de conformité afin de les aligner avec l'évolution des normes du secteur. Nous restons engagés envers l'excellence et la transparence. Traduction, nous étouffons, mais continuez d'investir quand même. Le communiqué a été publié vendredi à 8h. À 8h03, tous les investisseurs un tant soit peu intelligents l'ont compris. À 8h15, le premier média a éventré l'affaire comme une noix. Le manquement de Winslow à la conformité. L'histoire inédite derrière le scandale des licences. Ils ont cité des noms. Dylan est aussi en grande partie celui de Gregory. Ils ont même utilisé l'expression « leadership imprudent ». Pas le mien, cependant. Je n'ai pas été mentionné, mais mon absence. C'était le point le plus bruyant de l'histoire. À midi, le profil LinkedIn de Dylan était verrouillé, sa biographie effacée, ses réalisations professionnelles effacées comme une esquisse sous la colère d'un enfant. L'histoire officielle. À la recherche de nouvelles opportunités. Officieusement. Les RH ont rangé son bureau tandis qu'il était assis dans un bureau sans fenêtre à signer ses papiers de départ. Ils ne lui ont même pas accordé la courtoisie d'un adieu sur Zoom. La stratégie de Gregory. Je suis passé du contrôle à la survie. Cet après-midi-là, il a publié une note à l'échelle de l'entreprise. Objet, ensemble, nous surmontons les défis. Je l'ai lu en sirotant une boisson fraîche. C'étaient tous les clichés du manuel de gestion de crise d'entreprise. Ensemble, nous sommes plus forts. Fier de la résilience de cette équipe, déterminée à aller de l'avant. Et puis, soigneusement glissé au paragraphe 5, nous avons contacté d'anciens dirigeants pour explorer des solutions collaboratives. Anciens dirigeants, c'était moi. Ils n'osaient pas me nommer, mais tout le monde était au courant. Et à en juger par les 10 messages que j'ai reçus d'anciens collègues en 1 heure, toute l'entreprise était au courant aussi. Gregory n'avait pas fini. Ce soir-là, une demande est arrivée dans ma boîte de réception, provenant d'une directive confidentielle du PDG. Il voulait que je signe une déclaration, une brève affirmation polie selon laquelle je m'étais séparé de Winslow à l'amiable et dans le respect mutuel. Pas d'argent, pas de conditions, juste mon nom. Je l'ai scruté pendant 5 bonnes minutes. Il ne voulait pas de moi. Pas vraiment. Il voulait ma signature pour réparer le trou dans leur navire en perdition. J'ai soigneusement rédigé ma réponse. Objet, demande de déclaration confidentielle. Gregory, merci pour votre démarche. J'ai examiné votre demande. Malheureusement, je ne signe pas de fiction. Bonne chance. Tessa. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Je ne l'ai pas relu. Je n'en ai pas eu envie. Samedi matin, les investisseurs en ont eu assez. Assemblée générale extraordinaire. Huis clos, pas de fuite. Mais je n'avais pas besoin d'informations privilégiées pour savoir comment ça s'était passé. Car dimanche matin, mon téléphone a vibré avec une nouvelle connexion LinkedIn. Gregory Winslow. Pas de message, pas de note, juste un rameau d'olivier numérique silencieux d'un homme qui regardait l'empire qu'il avait bâti s'effondrer en temps réel. Je n'ai pas accepté. Je ne l'ai pas ignoré non plus. Je l'ai laissé en suspens, là où elle devait être. Pendant ce temps, Bior a agi. Une offre officielle signée par son PDG. Responsable de la stratégie de conformité mondiale, rapport direct au conseil d'administration, package d'actions inclus, pas de slogan, pas d'incitation à la performance, juste du respect. Et une phrase à la fin qui a scellé le tout. Nous pensons que la conformité repose sur les personnes, pas sur les politiques. J'ai pris une grande inspiration. Et finalement, j'ai dit oui. Cet après-midi-là, j'ai fait mes valises. Pas de bureau, mais de ma vie liée à une entreprise qui ne m'appréciait que trop tard. Je ne partais pas amer. Je ne partais pas en colère.
Je partais parce que j'avais enfin compris ce que la plupart des gens ne comprennent jamais, la valeur ne se mesure pas à la force de vos cris. C'est au silence qui règne après votre départ. 3 semaines après ma signature chez Bior, la nouvelle est tombée. Ni une fuite, ni une rumeur. Un article pleine page dans la revue la plus respectée du secteur. Biocor recrute un responsable de la conformité fédérale, un ancien cadre de Winslow ouvre une nouvelle ère. Ma photo n'était pas en couverture, mais mon nom était au premier plan dès le premier paragraphe. Je n'en ai rien publié, je ne l'ai pas partagé, je ne l'ai même pas aimé. Mais en quelques heures, les messages de félicitations ont afflué. D'anciens collègues, d'anciens clients, et même quelques messages de concurrents à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Et puis le message, Gregory Winslow. Objet, félicitations. Pas de texte. Juste un mot dans l'objet. Ligne. Je l'ai regardé fixement pendant un long moment. Ce n'était ni de la colère, ni de l'amertume. C'était de l'acceptation. Il a finalement compris. Mais quand la prise de conscience frappe à la porte, il est généralement trop tard pour ouvrir la porte. Pendant ce temps, Winslow Enterprises continuait de saigner. Un par un, ses plus gros clients partaient. Pas avec des communiqués de presse, pas avec des départs spectaculaires, juste des retraits de contrats silencieux et des dissolutions de partenariats discrètes. Leur carnet de commandes de licence était toujours en cours d'examen. L'approbation fédérale était en attente. Les alertes d'audit s'accumulaient comme des factures impayées. Gregory a démissionné à la fin du trimestre. Le conseil d'administration a parlé de transition stratégique de direction. Traduction. Ils l'ont jeté par-dessus bord avant que le navire ne touche le fond. Et Dylan, aux dernières nouvelles, travaillait en freelance. Un cabinet de conseil à la mode qui proposait des solutions de conformité agile à des startups suffisamment désespérées pour écouter. Sans rancune. Certaines personnes n'apprennent jamais. Et certaines leçons ne sont pas à donner. Quant à moi, j'ai emménagé dans mon nouveau bureau au 34e étage du siège de Bior. Cloison vitrée, énergie tranquille. Personne ne s'est demandé pourquoi. J'étais là. Personne ne m'a demandé de justifier ma valeur. Ils savaient déjà. Et je me suis assuré d'une chose, l'équipe que j'avais constituée, je l'appréciais avant qu'elle ne devienne critique, pas après. Car le respect n'est pas une bouée de sauvetage qu'on jette quand on se noie. C'est le fondement qu'on pose avant que la tempête ne frappe. Un soir, je me suis surpris à contempler le panorama urbain, bien après que le bureau se soit vidé. Les lumières en contrebas clignotaient comme le battement de cœur d'une ville toujours à la recherche de la prochaine grande nouveauté. J'ai pensé à Gregory, à Dylan, aux représentants des RH qui avaient glissé ce brillant dossier de licenciement sur la table comme un menu. Et j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas perdu parce que je partais. Ils avaient perdu parce qu'ils n'avaient jamais cru que je partirais. Ils pensaient que le silence valait consentement. Ce qui était essentiel signifiait que je resterais toujours. Cette loyauté pouvait être exploitée sans coût. Ils l'ont appris à leurs dépens. La seule chose pire que de perdre un élément clé, c'est de réaliser qu'on l'a poussé dehors soi-même. Le lendemain matin, je suis entré dans mon bureau. Sur mon bureau, une simple enveloppe Kraft. Pas d'expéditeur. Juste mon nom, écrit à la main. Dans un mot, au cas où ils oublieraient, et une copie imprimée de la section 9B de mon ancien contrat, la clause qui a tout déclenché. J'ai souri et l'ai épinglé sur mon tableau d'affichage, non pas comme un trophée, ni comme un avertissement, mais comme un rappel, car voici la vérité qu'aucun séminaire de management ne vous apprendra jamais. Ceux qui construisent les fondations d'une entreprise sont rarement ceux que l'on voit sur scène. Ils sont en retrait. Ils sont silencieux. Ils sont stables jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Si vous avez déjà été négligé, sous-estimé, laissez-les faire. Laissez-les penser que vous êtes remplaçable. Laissez-les rire en privé. Laissez-les vous traiter d'héritage, de dépassé, de trop loyal, de trop silencieux. Parce que le jour venu, et c'est toujours le cas, ils comprendront que vous ne les reteniez pas. Vous les mainteniez ensemble. Et quand vous partirez enfin, ce silence parlera plus fort que n'importe quelle vengeance. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette histoire. Si vous avez déjà été à la place de Tessa ou si vous l'êtes en eux maintenant, sachez ceci. Votre valeur ne se définit pas par leur ignorance. Elle se définit par votre capacité à partir sans regarder en arrière. Et croyez-moi, ils se souviendront de vous,
même si vous ne dites pas un mot.